Bonjour à tous, bienvenue dans Politique et Économie, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, aujourd'hui en compagnie de Valérie Bugeaud. Bonjour madame. Bonjour Pierre, merci de me recevoir dans votre émission Politique Éco. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Valérie Bugeaud, elle est docteure en droit, ancien avocat fiscaliste, reconvertie dans la géopolitique juridique et économique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, du Nouvel Esprit des lois et de la monnaie, ouvrage passionnant qu'on avait présenté sur TV Liberté, coécrit avec Jean Rémy, La nouvelle entreprise, Demain dès l'aube, le renouveau et les raisons cachées du désordre mondial, tome 1 et 2. Je précise que Valérie Bugeaud est également à la tête du projet Révolu droit qu'on peut retrouver sur son site valériebugeaud.fr. Avant de commencer cet entretien, Valérie Bugeaud voulait faire une incise. J'ai deux sites internet. En fait, j'ai mon site qui relaie mes positions de géopolitique et d'analyse de géopolitique. Et j'ai un site dédié à la réforme des institutions qui s'appelle révoludroit.fr et dans lequel je ne suis que initiatrice. Mais ce site appartient finalement à tous les Français, à toutes les personnes de bonne volonté qui sont motivées pour en savoir plus. Je laisse vos auditeurs aller parcourir ce site qui est très très riche et qui s'enrichit tous les jours de nouveaux apports par moi et par beaucoup d'autres gens. Avant de commencer notre entretien, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran, partager cette vidéo ainsi que la commenter pour un meilleur référencement sur Internet. C'est essentiel. Valérie Bugeaud, on va commencer par l'économique, par le monétaire. Vous me disiez qu'en matière d'inflation, le plus dur n'est pas derrière nous, mais devant. On voit le taux officiel, je précise, de l'inflation qui est passé de 4,3 en juillet à 4,8 en août. C'est quoi les facteurs, Valérie Bugeaud, de cette inflation de long terme ? Alors déjà, effectivement, c'est une tendance de fond, l'inflation. Même Michel-Édouard Leclerc s'est fendu il y a peu d'une émission dans laquelle il expliquait que l'inflation n'était pas une question économique, mais était une question politique, ce que, évidemment, la plupart des gens avaient bien compris. Mais enfin, ce qui va sans le dire va encore mieux en le disant. Simplement, Michel-Édouard Leclerc pointe du doigt le fait que l'inflation permet à certaines entreprises de gonfler artificiellement le chiffre d'affaires. Or, c'est loin d'être le seul enjeu dans cette histoire d'inflation, puisque en réalité l'inflation est liée à la politique monétaire qui a été mise en œuvre suite à l'effondrement de la monnaie internationale prise en tant que dollar américain. Donc le dollar, qui est une monnaie nationale, ne peut pas, comme je l'ai souvent déjà expliqué, ne pouvait pas, dès le départ, remplir le rôle d'une monnaie mondiale de façon satisfaisante, sauf à éliminer définitivement l'économie nationale sur laquelle cette monnaie internationale reposait, ce qui est aujourd'hui chose faite. Donc les Américains ont eu besoin d'adosser tous les dollars en circulation à des actifs de plus en plus illégitimes, puisque les actifs réels avaient disparu. Donc c'est comme ça que nous avons assisté à la montée de la finance de l'ombre et de la financiarisation des économies. Et puis le dernier clou au cercueil, si je puis dire, ça sera effectivement la ponction sur nos économies, enfin sur les biens, les actifs tangibles dont disposent toutes les colonies américaines, en priorité tous les pays d'Europe et d'Union européenne, puisque vous comprenez que tous ces grands financiers et ces grands conglomérats internationaux sont en train progressivement non seulement de perdre leur stratégie en tant que dollar international, puisque le monde se dédollarise, comme JP Morgan vient de nous l'expliquer en disant que effectivement les transactions de produits pétroliers étaient de moins en moins faites en dollars. Mais le fait que les dollars, pour rendre le service d'une monnaie mondiale, doivent être émis en quantité de plus en plus importante, signifie une dépréciation réelle de cette monnaie. Et donc, il y a une volonté désespérée des pouvoirs américains de continuer à adosser cette monnaie à des biens tangibles, et donc ils se servent sur les économies, sur les biens tangibles de leur colonie. Oui, c'est là où je voulais en venir. Comme ils perdent leur colonie africaine et d'Amérique latine, ils vont se servir en ponctionnant évidemment sur les colonies européennes. Donc nous sommes mis entièrement au service de ce qui va rester du dollar,
qui va se transformer en monnaie nationale, mais qui devra être adossée à des biens tangibles. Et les biens tangibles n'existant plus chez eux, ils vont venir les chercher chez nous. Donc nous sommes dans un cercle vicieux totalement surréaliste, qui est le prix de la soumission, si je puis dire. À ce titre, je voulais signaler une vidéo qui est parue hier sur un journal dématérialisé qui s'appelle Réseau International, d'une jeune femme qui explique très bien les techniques mécaniques de ce que suppose l'inflation, pourquoi l'inflation de la monnaie américaine a des répercussions mécaniques sur nos économies à nous. Mais là-dessus, je voulais aussi insister sur le fait que ça va bien au-delà de ce qu'explique cette vidéo, puisque cette vidéo explique que depuis les années 2020, le nombre de dollars en circulation a explosé, littéralement explosé, qu'il est d'un tiers toute la masse des dollars en circulation depuis toujours. Donc il y a eu une inflation énorme de la monnaie en circulation, mais que cette monnaie, évidemment, bien sûr, aujourd'hui est dépréciée. Mais elle l'explique en disant que cette monnaie a fait l'objet d'une création monétaire. Or, stricto sensu, ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est que cette monnaie mise en circulation est adossée à de la cavalerie, c'est-à-dire que on ne peut pas faire de la création monétaire, sauf à être complètement décrédibilisé aux yeux de tout le monde. On ne peut pas faire de la création monétaire sans adosser l'émission de monnaie à des actifs tangibles. Or là, comme il n'y avait plus d'actifs tangibles réels, la transaction sous-jacente, si je puis dire, c'est en fait les comptes des particuliers. Donc les comptes des particuliers ont servi de garantie cachée, si vous voulez, à toute cette émission monétaire. Et il faut quand même expliquer qu'il s'agit d'une rétroaction, c'est-à-dire que les banques centrales n'ont pas créé la monnaie, mais ont emprunté l'argent qu'elles prêtaient aux banques privées, l'ont emprunté aux mêmes banques privées. Donc en fait, ça commence à tourner en boucle et ça s'appelle de la cavalerie en fait. Et donc le moindre grain de sable dans ce système de cavalerie fait tomber tout le système financier international fondé sur le dollar. Donc j'explique que pour cette raison-là, la monnaie numérique va arriver de façon à tenir les gens tranquilles et à rincer, si je puis dire, les économies des particuliers au profit de ces grands argentiers. En l'occurrence, ce sont surtout les argentiers américains qui vont remporter le pactole du bloc de l'Ouest, comme on l'appelle, puisqu'ils vont adosser leur propre monnaie sur nos actifs à nous. Mais est-ce que cette monnaie numérique, Valérie Bugeaud, qu'on attend aux États-Unis, qu'on attend également en Europe, est-ce qu'elle n'arrivera pas en circulation avant qu'un krach financier ne se produise? On entendait Jacques Attali redouter ce krach pour la deuxième quinzaine d'août. Il n'est pas arrivé. Est-ce qu'on peut toujours redouter un krach avant cette mise en circulation ou est-ce qu'il se produira après la mise en circulation de la monnaie virtuelle? Alors, en fait, je pense qu'il faut comprendre que dans les discours politiques qui sont diffusés auprès du public, et en particulier Attali joue ce jeu depuis fort longtemps, vous savez que j'explique que c'est un héros, en fait un héros au sens qui porte la parole. Il prépare en fait les esprits. Le problème du krach, il est déjà là en fait. Tout est tenu de façon très artificielle. Donc, c'est pas, la question est mal posée dans le sens où c'est pas... Je vous remercie. Non, c'est pas contre vous que je dis ça, c'est simplement pour expliquer que ce krach, il est déjà... il est déjà en cours. Il existe déjà. Virtuellement, il est caché. Mais réellement, il est là. Donc en fait, c'est une course contre la montre. Entre le moment où ils ne pourront plus cacher le fait que le krach existe définitivement et que tout est fondé sur de l'enfumage collectif généralisé, sur de l'imposture financière et monétaire. Donc c'est un peu une course contre la montre. Je pense que la monnaie numérique ne sortira qu'au moment où elle sera effectivement prête, où les tenanciers, avec les banques centrales comme intermédiaires, seront en mesure effective de lancer cette grande opération. C'est quand même une opération énorme qui va être conjointe à tous les pays du bloc de l'Ouest, de l'Occident collectif, comme disent les Russes. Donc c'est assez lourd à porter, sans compter que je pense que les autres pays vont lancer cette monnaie également, de façon à pouvoir générer ensuite une monnaie mondiale, non pas une monnaie mondiale en tant que telle, mais une réadaptation
des transactions des monnaies les unes par rapport aux autres, en formant plus ou moins un panier de monnaie avec une période de latence qui sera nécessaire pour pouvoir adapter les économies les unes avec les autres et comparer les monnaies en question. Est-ce que ce panier de monnaie que vous attendez regrouperait également les monnaies des pays des BRICS, la Chine, la Russie, le Brésil? Alors vous savez que là-dessus, il y a un grand point d'interrogation. A priori, moi, je pars sur l'idée qu'il n'y aura pas de monnaie mondiale parce que certains États ne sont pas prêts à transiger et à céder une partie de leur souveraineté au sein d'entités administratives qui seront nécessaires pour gérer cette énorme superstructure monétaire. Donc je pense qu'on va plutôt s'orienter vers des transactions bilatérales, en tout cas de monnaie bilatérale. Néanmoins, et évidemment, il y a toujours cette histoire de panier de monnaie qui est un peu le serpent de mer. Les DTS, certains, oui. oui, alors ça peut prendre aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui on parle des DTS, enfin les DTS existent, mais peut-être qu'il y a d'autres projets que les DTS. Néanmoins, je pense que ce projet-là n'est pas du tout mûr, que ça sera plutôt, il y aurait plutôt une monnaie intermédiaire pour l'Asie, une monnaie intermédiaire pour l'Europe, une monnaie intermédiaire par continent. Mais je pense que c'est pas prêt, donc je ne crois pas que ce soit d'actualité, la monnaie internationale. En revanche, ce qui est d'actualité, c'est la chute du dollar en tant que monnaie mondiale et c'est la réhabilitation des monnaies en fonction des actifs tangibles sur lesquels elles reposent. Donc vous voyez bien que nos pays, à nous, sont en très très mauvaise posture si on fait la part des choses entre les actifs et les passifs, puisque nous sommes à des niveaux d'endettement qui sont stratosphériques, surtout les États-Unis, bien sûr. Justement, vous dénoncez aussi, puisqu'on évoque la France et nos pays occidentaux, le rôle de la science économique dans les politiques publiques. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à cette science? Oui, alors la science économique, il faut... Je me souviens, une fois, on en avait parlé déjà, il me semble, avec Jean-Rémy à mes côtés avant son décès, malheureusement. C'est lui qui m'avait expliqué, puisqu'il avait fait des sciences économiques, et moi, je suis plutôt juriste, comme vous le savez. Il m'avait expliqué qu'en fait, les sciences économiques étaient arrivées du jour au lendemain à l'occasion d'une rentrée universitaire. On parlait de politique économique en juin d'une année et en septembre suivant, c'était devenu une science économique. Donc on se rend bien compte qu'il s'est passé des choses. En fait, cette pseudo-science économique a remplacé ce qui n'était pas remplaçable, c'est la politique économique. Ce qu'on appelle politique économique, c'est ça a de tout temps existé et c'est tout à fait un outil nécessaire de gestion des États. Sauf que quand vous comprenez que les États n'existent plus, qu'ils ont été basculés dans le pouvoir économique des dominants économiques, effectivement, la science, ce qui était de la science politique de l'économie, devient une science à part entière et ça a permis de justifier les théories les plus fumeuses économiques ont permis tout le temps, de tout temps, même avant les années 70, de justifier en fait les positions d'intérêt particuliers en les rendant positions publiques. En fait, ça a servi des relances économiques qu'on a fait. Toutes les théories économiques, d'une façon générale, ont permis de justifier, de transformer en réalité politique les intérêts particuliers des grands détenteurs de capitaux. Et pour ne parler que de l'actualité, il faut bien comprendre, par exemple, que la théorie des jeux et que tous les prétendus modèles économiques qui sont issus de la science économique, si on n'avait pas connu ça, on n'aurait jamais connu la financiarisation de l'économie, on n'aurait jamais connu toute cette finance spéculative de l'ombre, on en serait resté à des économies soit viables, soit non viables, mais en tout cas identifiées en tant qu'éléments partie prenante du fonctionnement d'un État et partie prenante fondée sur le réel. Or là, on est parti dans des délires métaphysiques, si je puis dire, en tout cas tout à fait hors sol, dans la financiarisation, ce qu'on appelait la financiarisation de l'économie et qui est une escroquerie universelle dans des proportions tout à fait dantesques. Venons-en maintenant aux politiques. Après l'économie, Valérie Bugeaud, alors vous partez sur ce sujet d'un constat simple. L'État n'existe pas. Vous dites que c'est carrément une
coquille vide. Pourtant, la France a toute la panoplie d'un vrai État. Elle a un président, un parlement, un gouvernement, une armée, une police, des impôts à payer. C'est pas un État, ça ? Non, ça, c'est pas un État, c'est une structure de pouvoir, effectivement, mais qui n'est pas un État au sens politique du terme, parce que l'État, c'est organiser la vie de la cité en tenant compte des intérêts particuliers de tous les habitants de la cité. Or là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de relais de pouvoir des intérêts économiques cachés, mais bien réels, qui sont imposés en tant qu'objectif politique à toute une population qui ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. La démocratie représentative ne serait donc qu'un relais d'intérêts financiers supérieurs. Absolument. La démocratie représentative est une imposture, je l'explique depuis très longtemps quand même maintenant, doublée d'un système de banque centrale toujours initié par des intérêts privés, qu'elles soient sous forme publique ou privée, de toute façon les intérêts privés sont toujours à la manœuvre derrière la gestion des banques centrales. Les États, entre guillemets, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ne sont que des relais d'influence, des relais de puissance des intérêts privés cachés derrière les gros conglomérats économiques, et donc en dernier lieu, ce sont les intérêts financiers qui dominent. La multiplication des partenariats dits privés-publics. Ça, c'en est une des manifestations, mais effectivement, ça va au-delà, puisque le système même du parlementarisme représentatif, qui est fondé sur l'existence de partis politiques, ces partis sont là pour capter les intérêts publics et ne faire ressortir que des intérêts orientés dans des directions idéologiques qui n'ont pas beaucoup de rapports, qui ont très peu de rapports avec les contraintes et les intérêts bien compris des populations en question, mais qui sont là pour contrôler en fait et guider dans des impasses les représentations d'intérêts, de tous les intérêts publics et privés qui traversent une société. En fait, l'agglomération des intérêts privés fait qu'on peut déduire de ça un certain intérêt public. Mais si vous n'avez pas la possibilité de représenter politiquement tous les intérêts privés en cause, si vous ne représentez que les intérêts financiers, il n'est pas possible de déduire de tout ça un intérêt commun. Donc c'est toute la stratégie qui a été mise en place par le biais effectivement du parlementarisme représentatif. On sait qu'il s'est imposé en France à partir de la Révolution française, et on sait que ce système de parlementarisme représentatif vient du Conseil des barons de la Magna Carta, qui est elle-même une imposture, parce que la Magna Carta, on nous présente ça comme la quintessence de la démocratie, mais c'est encore là, c'est une imposture. Il faut quand même essayer de comprendre ce que les choses ont représenté. La Magna Carta, c'est la révolte des grands barons contre le roi d'Angleterre. Donc, je veux dire, c'est pas démocratique. C'est plutocratique, effectivement. C'est des intérêts supérieurs contre l'intérêt central qui est censé représenter, lui, l'intérêt collectif de tous les gens qui habitent sur un territoire. À quoi servent les partis politiques, Valérie Bugeaud, dans tout ce que vous dénoncez là ? Les partis politiques sont l'organe prioritaire de représentation des intérêts financiers supérieurs par la captation illégitime de ce qu'on appelle la représentation politique. Les partis politiques ne représentent in fine, ne rendent à la représentation politique réelle, non pas l'intérêt de tous leurs électeurs, mais seulement de ceux qui financent en dernier lieu les partis politiques. Dans ce contexte, plus il y a d'élections, plus il y a de corruption, puisque une élection, ça coûte très très cher, et à un moment ou à un autre, les partis sont amenés à chercher des subsides, et ces subsides les habitants d'un territoire ne sont pas suffisants, surtout dans les territoires appauvris, pour financer tout ce théâtre politique qui est en réalité une manifestation théâtrale, rien d'autre. Sur la République, on entend souvent le président Macron l'invoquer à tout bout de champ dans les médias en matière d'éducation. Il dit on veut des petits républicains, des petits citoyens, on va bien les formater. Vous dites que la République, elle n'existe pas parce que le principe de séparation des pouvoirs à l'origine de ce concept de République, vous dites qu'il est totalement bafoué. Absolument. Ab initio, il n'a jamais existé. Nous ne sommes pas en République. On nous farcit le chou avec ces histoires de République, mais République, qu'est-ce que c'est ? C'est res publica, donc c'est la chose publique. Or, comme je viens de vous le démontrer, tout le système interne de nos institutions, peu importe le nom qu'on leur donne, que ce soit monarchie, république, État central, État décentralisé, État fédéral, tout ce que vous voulez, quel que soit le nom, à partir du moment où vous avez un système de parlementarisme représentatif fondé sur des partis politiques associés avec une banque centrale indépendante,
à ce moment-là, vous avez exactement la manifestation d'une plutocratie et non pas d'une démocratie. Et la plutocratie n'est pas compatible avec la res publica. Donc nous ne sommes pas en res publica, nous sommes dans un système politique plutocratique qui génère la privata lex. Donc les lois sont faites, j'extrapole un peu, mais ce qui signifie derrière que les lois sont faites, qui sont passées pour des intérêts publics, ne sont faites qu'au profit d'intérêts privés, bien compris de ceux qui tiennent des intérêts privés, bien compris de ceux qui tiennent en dernier lieu les capitaux et la monnaie. Donc il faut arrêter de parler de république alors que nos institutions ne représentent en aucune façon une république. En aucune façon. Et sur la séparation des pouvoirs, vous dites bien que le pouvoir législatif est totalement dans la main du pouvoir exécutif, tout comme l'autorité judiciaire. Je dis que le pouvoir législatif est dans la main des grands argentiers, donc de ceux qui financent les partis. Le pouvoir exécutif est une émanation du pouvoir législatif, parce que c'est bien les élus au Parlement qui votent pour le pouvoir exécutif et qui décident d'une certaine façon sans voter, mais qui représentent, qui sont choisis pour représenter les différents membres du gouvernement. Et que parmi les différents membres du gouvernement, vous avez bien l'autorité judiciaire, juridictionnelle plutôt, parce que vous avez deux branches, la juridiction, l'autorité juridictionnelle, c'est d'une part le droit privé, enfin le droit civil, et puis le droit administratif avec le droit pénal, encore une autre branche. Mais tout ça chapeauté par le ministère de la Justice, toute la magistrature, y compris, et là c'est un peu litigieux, il y a eu des évolutions dans le temps, mais y compris la justice administrative, chapeautée par le ministre de la Justice, qui est bien, jusqu'à preuve du contraire, membre du gouvernement. Donc vous ne pouvez pas à la fois être partie prenante de quelque chose et dire que vous êtes indépendant. C'est une aberration, puisque c'est vraiment une des parties du pouvoir exécutif, c'est le pouvoir, judiciaire. Donc, on comprend que avec ce que vous êtes en train de nous dessiner de ce pouvoir, c'est une imposture. Vous dites que la corruption est devenue complètement systématique dans toutes les politiques publiques mises en place, et vous allez jusqu'à dire que les cartels de la drogue sont à la tête du pouvoir en France. Alors ça, expliquez-nous. Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, dans le contexte où il n'y a pas de contre-pouvoir dans nos institutions telles que je viens de les décrire, il se trouve que jusqu'à la chute de l'Union soviétique, il y avait un contre-pouvoir, mais qui était extérieur à nos institutions. C'est-à-dire que vous aviez des partis politiques qui étaient financés d'une part par le bloc de l'Est et d'autre part par le bloc de l'Ouest. Donc ça faisait de facto un certain équilibre de pouvoir, une certaine existence de contre-pouvoir, mais qui n'était pas dû du tout à nos institutions, qui était dû à des forces extérieures, et donc qui donnaient l'illusion, qui pouvaient rendre l'illusion que nous vivions en démocratie de ce fait-là. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, vous comprenez bien que tous les pouvoirs ont été réunis dans les mains de ce qu'on a appelé le bloc de l'Ouest, et que dans ces conditions-là, les vices inhérents, le vice fondamental de nos institutions est devenu apparent, puisqu'il est devenu apparent qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir et que ces contre-pouvoirs n'étaient pas, en tout cas, ils n'étaient pas représentés par la façon dont l'État lui-même était organisé en raison de tout ce que nous avons dit avant. Il se trouve que dans ces conditions-là, effectivement, la corruption a pu s'en donner, disons... À cœur joie. Ce n'est pas qu'elle n'existait pas avant, bien entendu. Vous savez bien que la Troisième République est émaillée de problèmes de corruption. Toute l'histoire du XXe siècle et du XIXe siècle, nous avons des histoires de corruption systémiques et endémiques et permanentes. Je dirais que depuis que le parlementarisme représentatif a été institué, la corruption s'est institutionnalisée. Néanmoins, sans la contrebalance de ce contre-pouvoir qui donc a disparu avec la chute de l'Union soviétique, il se trouve que la corruption est devenue de plus en plus visible, puisque il est apparu qu'il n'y avait plus justement de contre-pouvoir. Donc c'est devenu, ça s'est emballé, la machine s'est emballée si vous voulez. Et quand je dis que les cartels les cartels de la drogue sont au pouvoir, je n'invente rien. Il y a un article du Canard enchaîné du 27 février 2022 qui en parle justement, où il est question du fait que le trafic de drogue est organisé au plus haut sommet de l'État par les personnes en charge justement de le combattre. Mais vous avez des géopoliticiens, et en particulier un Canadien, Peter Scott Dale, qui a écrit des quantités de livres pour expliquer que c'était la CIA qui gérait les trafics de drogue et que l'argent de ces trafics revenait au financement des partis politiques, etc. Enfin il a expliqué tout un tas de choses qui fait que c'est parfaitement
documenté. Je veux dire, c'est pas moi qui invente ça. Beaucoup de documents existent sur ce phénomène-là. Et d'autre part, je voulais signaler aussi au passage, faire un petit clin d'œil à Pascal Najadi, parce que lui, effectivement, son histoire est au cœur de toute ce dont nous parlons aujourd'hui, puisque son propre père, qui était banquier international, a été assassiné en pleine rue parce qu'il avait mis justement son nez, en tout cas il avait mis à jour tout un trafic d'influence qui avait consisté à spolier des petits épargnants malaisiens au profit du financement des partis politiques de ce pays et surtout au profit du financement de la Maison Blanche, de Wall Street et de Hollywood. Donc, si vous voulez, là, on est vraiment au cœur nucléaire du mondialisme, de la globalisation, du totalitarisme financier qui s'est imposé suite à la disparition des contre-pouvoirs que nous avons évoqués tout à l'heure. Mais, si vous voulez, c'est pas franco-français, c'est un système qui s'est imposé globalement dans tous les pays occidentaux régis par cette concentration des pouvoirs dans les mains de ceux qui tiennent la monnaie, et en particulier la monnaie à l'occasion, c'était le dollar américain qui était la monnaie mondiale, qui a abreuvé en fait toutes nos économies du début jusqu'à la fin arrivant là, justement. Alors, il y a aussi ce que vous pensez des Français. Vous pensez que maintenant, ils ont été totalement déresponsabilisés. Comment vous leur feriez prendre conscience de cela ? Écoutez, en fait, toutes nos institutions ont été faites pour mettre des intermédiaires entre l'intérêt des gens et leurs manifestations politiques. Donc vous avez les partis politiques dont on a parlé tout à l'heure, il y a aussi eu les syndicats, enfin tout un tas de corps intermédiaires qui ont été là pour dire nous prenons en charge vos soucis, nous occupons de tout, dormez tranquille et votez pour nous. Donc ça a induit le fait qu'au fur et à mesure du temps, les gens ont perdu en fait un accès au réel, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la possibilité d'agir d'eux-mêmes sur leur propre vie. Les décisions ne sont pas prises par eux. Mais parce que l'État a pris toute la place. L'État, oui, enfin l'État qui n'en est pas un, puisqu'on l'a expliqué. L'organisation, quoi. Voilà, le relais d'influence économique que nous appelons État de façon abusive a pris le relais de tous les intérêts on a vu pendant le Covid. Voilà. Par exemple, là, ça a été vraiment une... On ne va pas revenir sur le sujet parce qu'il faudrait faire 3 émissions. Écoutez, on va faire une pause et on reviendra dans un deuxième temps pour évoquer le projet de Valérie Bugeaud qu'elle expose sur son site Révolu Droit. À tout de suite. On continue notre entretien avec notre invitée Valérie Bugeaud. Valérie, vous dites que la géopolitique est une histoire de rapports de force économiques, militaires, démographiques. Dans quelle situation se trouve la France aujourd'hui ? La France, typiquement, ce que nous venons de dire précédemment, c'est que la France n'existe plus. La France, ça s'écrit à l'apostrophe A, privatif, et France qui suit, quoi. Nous ne sommes pas dans un pays au sens politique du terme, nous sommes dans un simple relais d'influence de tiers étrangers, enfin d'intérêts apatrides, dans un immense marché d'escrocs, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'on a vu que toute la finance internationale était fondée sur des escroqueries et des escroqueries en escalier, donc qui n'ont pas de limite. Donc bon, la France n'existe plus en tant qu'intérêt politique particulier, n'est plus représenté aujourd'hui. Ça, il faut le dire clairement. Maintenant, votre question, c'était... C'était le rapport de force, alors, le rapport de géopolitique de la France. Alors, il faut comprendre une chose, et ça, c'est ce que souvent les géopoliticiens, malheureusement, ne comprennent pas, c'est que le rapport de force militaire, le rapport de force économique, tout ça est sous-tendu par le rapport de force monétaire. Et de ce fait-là, nous sommes aujourd'hui entrés dans une phase de transition qui va être douloureuse pour nos non-pays, puisque j'explique que nous ne sommes pas dans des pays au sens politique, parce que, en réalité, nous allons être spoliés, paupérisés et tout à fait martyrisés. Nous allons être martyrisés parce que, en fait, les gens qui tiennent la monnaie ont des besoins énormes de récupérer nos actifs. C'est leur propre existence qui est en jeu. Donc, ils ne vont pas transiger sur tout ce qu'ils vont nous faire subir. Ils vont mettre le paquet pour que nous soyons consentants
à être spoliés. Et ça passe par des périodes de grands troubles politiques, de grands troubles sociaux, de grands troubles sanitaires, comme on a compris, puisque maintenant les questions sanitaires sont devenues des questions prioritaires au centre de la scène qui permettent d'imposer tout un tas de restrictions aux libertés publiques. Donc ça a été la voie d'accès, si vous voulez, pour faire passer tout ce qui arrive maintenant. Voilà. Je ne sais pas si je peux en dire plus. On a vu les BRICS se réunir récemment. Hein, donc c'est le regroupement de ces pays, le Brésil, la Chine, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. On entend souvent les médias classer la Chine parmi les grands méchants loups de la planète. Est-ce à juste titre ? Alors, la Chine, c'est un sujet à part entière qui mériterait certainement une émission en soi. Donc, je ne peux faire que des raccourcis. En gros, vous savez que la Chine a été abattue, enfin l'impérialisme chinois a été abattu par l'impérialisme anglo-saxon montant au moment, en particulier par le moment des guerres de l'opium. Malheureusement, la France, qui n'était déjà plus un pays politique, mais déjà soumis au diktat économique, a participé à ces guerres de l'opium. Donc nous sommes désignés comme des ennemis héréditaires, si je puis dire, de l'impérialisme chinois de très longue date. Il faut bien comprendre que les choses ne sont pas si simples, c'est-à-dire que les impérialismes financiers occidentaux ont eu l'idée de se développer toujours plus et donc d'intégrer l'Empire chinois, enfin les restes de l'Empire chinois, ont intégré la zone d'influence chinoise dans ces projets de gouvernement mondial. Donc pour ça, ils ont mis le paquet, ils ont développé, ils ont pactisé avec les politiques chinois, les hommes politiques chinois en place, pour développer leur économie, faire en sorte d'appauvrir les pays d'Occident et de rétablir une circulation économique au profit de ces pays-là, en faisant ami-ami. Mais il se trouve que ces gens-là ont mal apprécié leurs partenaires parce que les Chinois sont la Chine, c'est pas un pays, c'est un empire et c'est un empire millénaire. Donc ils ont toute une culture derrière eux. C'est eux qui ont inventé l'art de la guerre, c'est eux qui sont à l'origine de beaucoup d'inventions que nous utilisons aujourd'hui. Donc ils n'ont jamais oublié leur histoire. Et de fait, leur façon de penser n'est pas la même que la façon que nous avons d'appréhender le réel. Donc pour toutes ces raisons-là, les Chinois ont joué le jeu de la transaction, qui était de facto en leur profit. Le jeu de l'OMC, quoi. Le jeu de l'OMC. Ils ont battu les Américains sur leur propre terrain. Exactement, ils ont battu les Américains sur leur propre terrain, ont profité de ça pour récupérer des forces intérieures et extérieures, et pour un jour pouvoir rétablir leur ordre. Vous savez que la Chine, les Chinois, se sont des commerçants dans l'âme. Ils ont toujours se sont développés sur le commerce. Effectivement, ils sont impérialistes et ils ont toujours eu très peu d'égards vis-à-vis de leur population, parce que qu'est-ce qui fait que nos pays ont eu plus d'égards à un moment vis-à-vis de leur population? C'est par le fait du christianisme. Le christianisme n'a pas imprégné la culture chinoise comme elle a imprégné la culture européenne. Il n'y a pas de charité chrétienne en Chine. Donc les Chinois ne vont qu'à l'utilitaire, et quand il faut faire passer des mesures, aussi drastiques soient-elles, ils n'ont jamais eu aucune hésitation à martyriser leur population. Et ça, c'est un fait qui a beaucoup impressionné justement les globalistes de chez nous, les partisans de l'hégémonie financière, et qui ont été émerveillés devant ce diktat possible en Chine, et qui ont donc mis en avant ce prétendu modèle chinois. Mais il faut comprendre que ce modèle chinois n'est pas un modèle. Eux, c'est leur façon historique de se développer, qui est le contre-modèle exact de ce que nous avons vécu chez nous. Mais eux ne le vivent pas chez eux de la façon dont nous le vivons chez nous. Nous le vivons comme une attaque en règle contre notre culture historique. Alors que eux, c'est leur modèle de toujours. Ils ne sont pas épouvantés par ça, si vous voulez. Et quand ils le mettent en œuvre, c'est pour faire passer des choses qui continuent à mettre en avant le modèle chinois, c'est-à-dire au sens historique et culturel du terme. Et au sens de la façon de concevoir le monde et concevoir les échanges, etc. Donc il y a beaucoup mais d'incompréhension, quand on parle de la Chine, de ce fait, du fait que nous ne comprenons pas la façon dont les Chinois ont de réagir, nous ne connaissons pas leur histoire millénaire,
Et donc, nous ne faisons que relayer bien souvent des imprécations qui viennent justement des intérêts financiers supérieurs bien de chez nous. Donc, je fais cet aparté pour essayer d'expliquer que dire que la Chine se dresse en contre-pouvoir aujourd'hui effectif du pouvoir financier global qui s'est déployé sous le dollar américain monnaie mondiale, c'est effectif. C'est vraiment le seul contre-pouvoir qui est en train d'émerger, c'est le contre-pouvoir chinois parce que l'État a pris des forces, justement, et c'est là où l'histoire est vraiment friande de ce genre de choses, coup de pied de l'âne, c'est-à-dire qu'ils ont aidé la Chine à se développer et la Chine se retourne contre eux-mêmes. Mais ça, l'histoire est émaillée de ce genre toute l'histoire de l'humanité est émaillée de ce genre d'événements. Donc, c'est pas si surprenant que ça. On a vu, Valérie Bugeaud, j'aimerais qu'on avance, excusez-moi de vous couper, on a vu les dirigeants occidentaux proposer des régimes de plus en plus autoritaires. On a vu avec l'épisode du Covid, on le voit maintenant avec ce qui se met en place, la transition énergétique qui s'annonce et qui concernera tous les secteurs de la société, donc avec un contrôle toujours plus accru de l'État, entre guillemets, sur les populations. Qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Qu'est-ce qui nous attend ? C'est ce changement de régime monétaire international. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine se dresse comme un contre-pouvoir à cette hégémonie monétaire financière occidentale, mais néanmoins, et c'est là où il y a aussi une nouvelle incompréhension, et en particulier de tous les géopoliticiens, c'est que la Chine, la Russie, tous les États du monde se coordonnent aujourd'hui pour mettre un terme au dollar en tant que monnaie mondiale. Et ça, il faut le comprendre. Et ils ne le font pas par idéologie, ils le font pour la simple raison du fait que le dollar n'est pas apte à remplir son rôle de monnaie mondiale de façon satisfaisante. Ça ne permet pas aux échanges internationaux de se développer de façon satisfaisante et équilibrée. Donc ça, parce qu'il ne peut pas tout simplement pas y avoir assez de dollars en circulation pour remplir ce rôle de monnaie mondiale. Donc tous les États se coordonnent, et là j'insiste bien, se coordonnent, c'est-à-dire Chine, Russie en priorité, puisque aujourd'hui c'est les deux États qu'on met en avant et dont on parle, mais derrière il y a l'Iran, derrière il y a de plus en plus de pays d'Afrique, de plus en plus de pays d'Amérique latine, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ces pays des BRICS ont aujourd'hui un PIB supérieur au nôtre. Donc, en fait, il faut comprendre que c'est une coordination internationale, mais cette coordination ne signifie pas que nous allons vers le projet Rothschild, le projet que j'appelle Rothschild par raccourci, mais qui est de facto le projet de l'hégémonie de l'empire financier occidental de toujours, qui rêvait d'un gouvernement mondial unique, avec une monnaie mondiale unique, une religion unique, comme on a souvent débattu au sein de TV Liberté, je le sais. Donc ce projet-là a capoté. Maintenant, pour eux, il reste à sauver les meubles. À sauver les meubles, ça veut dire continuer à transiger et à pactiser avec la force dominante qui s'élève, c'est-à-dire la force chinoise, alliée au savoir-faire militaire russe, alliée aux ressources d'autres pays, et on a vu notamment l'Arabie Saoudite qui a pris aujourd'hui la tangente par rapport aux intérêts américains stricto sensu, puisque elle s'est décorrélée en fait des États-Unis, qui est vraiment un signe très flagrant du fait que effectivement les transactions énergétiques et en particulier pétrolières se dédollarisent. Donc tout ça, et il faut bien comprendre, il ne faut pas tout mélanger. Je veux dire qu'il y a une coordination internationale pour faire chuter le statut du dollar monnaie mondiale, c'est une certitude, mais il ne faut pas déduire de cette corrélation et de cette coordination internationale le fait que nous avons affaire au gouvernement mondial tel que on pouvait le redouter et tel que on peut encore le redouter parce qu'ils peuvent instaurer ça sur le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis et leurs colonies européennes actuelles. Alors, quelle alternative s'offre aujourd'hui aux Français, Valérie Bugeaud ? L'alternative, j'ai envie de vous dire, Pierre, que c'est révolu droit. Il n'y a pas d'autre alternative parce que vous comprenez bien que la seule alternative à l'imposture dans laquelle nous sommes baignés depuis si longtemps, c'est un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme ne va pas passer par mettre un petit bulletin dans des urnes funéraires pour élire, faire monter un parti politique ou un autre. Vous avez bien compris que tous les partis pactisent finalement. Ils ont tous, à un moment ou à un autre, et on l'a vu en particulier, c'est particulièrement
particulièrement flagrant depuis l'hystérie covidique. On a vu que tous les députés, les sénateurs votent en masse pour finalement valider les projets de l'exécutif, entre guillemets, qui n'est pas du tout un exécutif, puisqu'il ne prend pas des décisions. Il ne fait que relayer les intérêts supérieurs, comme on l'a dit tout à l'heure, des détenteurs dominants économiques. À quoi ressemblerait un État restauré à vos yeux? Alors, un État restauré, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, premièrement, rééquilibrer tout le mode de fonctionnement économique sur le modèle de la participation. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire retrouver un droit qui soit un droit commun, un droit civil, j'insiste bien, civil commun, qui tourne... Donc, suppression du droit administratif. Je finis. Un droit civil commun qui respecte des règles intangibles, des grands principes, ce qu'on appelait avant les grands principes du droit qui tendent évidemment à disparaître, entièrement décrits, expliqués par le droit naturel. Donc le droit naturel doit être non seulement réhabilité, mais surtout ces contours doivent être reprécisés. Ça, c'est les deux éléments fondamentaux. Et troisièmement, réinstaurer un État avec un gouvernement qui a un sens et un chef d'État qui a un sens. Et le sens du chef d'État, c'est d'être finalement garant de l'intérêt commun et d'être un arbitre de tous les intérêts très variés qui émanent d'une société, de la vie en commun. Et pour que ces intérêts puissent être... pour les faire vivre ensemble, il faut déjà qu'ils soient représentés politiquement. Et la façon de les représenter politiquement, on n'a rien à inventer. Elle a été mise en œuvre pendant des centaines d'années. C'est sur le modèle des corporations d'Ancien Régime que moi j'appelle groupements d'intérêts et qui vont au-delà du commerce et de l'artisanat, qui en fait correspondent à tout type d'activité humaine. Donc c'est réévaluer l'apport de l'humain par rapport à la machine. C'est réévaluer la créativité humaine par rapport au strict rendement mécanique qu'un homme peut produire et qui sera de toute façon toujours inférieur au rendement mécanique, étant donné les capacités technologiques actuelles, d'une machine et de l'intelligence artificielle. Mais comment ces représentants de chaque activité présente en France pourraient travailler? Est-ce qu'il y aurait un parlement? Concrètement, ça se passerait comment? Pas le Parlement. Alors, parlons-en du Parlement. Il parle et il ment. Vous savez que le Parlement d'Ancien Régime, c'était des cours de justice. Ça se passerait? Mais le Parlement n'a pas besoin de Parlement. Le Parlement, c'est la démocratie, la plutocratie, plutôt fondée sur le parlementarisme. Mais ces activités regroupées ensemble pour réhabiliter la force économique. Par exemple, chaque métier, chaque activité, chaque secteur d'activité se regroupe pour déterminer ses propres règles de fonctionnement, pour prendre en charge l'aspect social de ses membres, pour prendre en charge la formation de ses membres, pour élaborer des règles de règlement des différends qui vont évidemment survenir. Vous ne pouvez pas mettre ensemble des gens sans qu'il y ait des conflits qui surgissent. Donc il faut prévoir de régler ces conflits. Donc c'est toute une réhabilitation de la responsabilité individuelle, à la fois de la responsabilité à la fois individuelle et collective. Les gens doivent se réapproprier en fait les enjeux de la vie. Qu'est-ce que c'est que de prendre des décisions et de les assumer? Et ça va évidemment se faire de façon spontanée à partir du moment où les gens auront intégré qu'ils doivent réapprendre à s'autogérer. En fait, s'autogérer non seulement par localité, par commune, mais aussi dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Assumer le poids de leur liberté. Assumer le poids de leur liberté. Et ça veut dire pouvoir prendre des décisions pour soi, pour son avenir, pour l'avenir qu'on souhaite donner à ses enfants. Et ça veut dire aussi assumer quand on fait des erreurs. Mais ça veut dire aussi que l'erreur est humaine et que l'erreur ne sera pas un acte de mort sur les individus. On leur laisse des chances de faire des erreurs, mais il ne faudra pas faire non plus que des erreurs toute sa vie. Voilà, cet effondrement de notre régime juridique, Valérie Bugeaud, comment vous l'envisagez? Est-ce que ça serait un grand soir, par exemple, comme à Berlin en 89, avec une chute du mur? Est-ce que ça serait quelque chose qui se ferait en une journée ou quoi? Non, absolument pas, puisque là, c'est vraiment un changement de paradigme. Ça ne peut pas se mettre en place du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait un véritable changement de mentalité. Mais ce changement de mentalité, de toute façon, va arriver parce que, avec l'arrivée de l'euro numérique et la paupérisation énorme que nous allons vivre dans les prochains mois, les prochaines années, je pense que les gens vont réapprendre à
à appréhender le réel. Parce que là, nous vivons vraiment dans du hors-sol, c'est-à-dire qu'on nous fait croire des choses, on écoute des oracles de Delphes, si je puis dire, tous les jours en écoutant les informations qui sont en réalité de la désinformation, de la propagande. Donc je pense que le réel va nous rattraper. Donc ça va de toute façon permettre une évolution des mentalités et à partir de là, quand il y aura un très grand désarroi, tout projet alternatif viable, et en particulier, je m'excuse, mais ce projet alternatif viable, pour l'instant je n'en vois pas d'autre que Révolu Droit, pourra se mettre en marche et il se mettra de façon relativement lente, mais finalement inéluctable. Parce qu'il y aura une énorme demande de quelque chose. Face au vide, on a toujours envie de créer. Aujourd'hui, on est dans une phase d'autodestruction, de destruction et d'autodestruction. Mais quand on sera à l'os et que tout ce qu'il y a à détruire sera à détruire, on repartira sur un élan créatif, sur un élan de construction. Et à ce moment-là, toutes les bonnes volontés vont émerger et les choses se mettront en place relativement facilement. Pour précipiter l'effondrement de ce système juridique, les Français nous demandent souvent qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour passer à autre chose, pour les mettre à bas. Est-ce qu'il faut arrêter de payer ses impôts? Est-ce qu'il faut arrêter de voter? Est-ce qu'il y a des choses concrètes à faire? Bon, arrêter de payer ses impôts, certainement pas. Aujourd'hui, vous avez un État qui est un État effectivement aux mains du pouvoir économique, mais qu'on appelle d'ailleurs gouvernance et non pas gouvernement. Vous savez, quand le terme gouvernance a commencé à remplacer le terme de gouvernement, c'est toute une idéologie derrière qui s'est mise en place. Donc ça, c'est pas anodin. L'utilisation de la terminologie n'est pas anodine. Néanmoins, non, on ne va pas arrêter de payer ses impôts parce que si vous arrêtez de payer vos impôts, vous allez avoir tout le système de l'État qui va vous rattraper. Donc ce n'est absolument pas ce que je préconise. Non plus de faire des actions inutiles de manifestation ou des actions violentes. Non. En fait, il n'y a pas on n'a pas besoin d'agir pour ça, puisque le système en place est en train de s'autodétruire tout seul. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter, il suffit d'attendre et de voir ce qui se passe. Et en revanche, de tirer des leçons. Pourquoi ça a capoté? Essayer de comprendre. Donc déjà, la première chose, c'est de s'informer réellement, comprendre les enjeux en termes de rapport de force, comprendre les enjeux en termes de politique réelle, comprendre les enjeux en termes de monétaire et en termes économiques et en termes juridiques, puisque vous parlez de l'effondrement juridique, il est déjà acquis. Le Code civil a été totalement bafoué, puisque nous sommes passés d'un système de droit civil commun à un système, grosso modo, de l'amirauté britannique, via justement l'imposition de ce qu'on a appelé le principe de la propriété économique, qui est en fait tout le fondement des règles de l'amirauté, donc qui vient de la Compagnie des Indes britanniques. C'est tout ce système économique qui est en train de s'effondrer. Donc il n'y a rien à faire. Je veux dire, on assiste à la fois impuissant et plein d'espoir finalement, impuissant à la destruction actuelle, plein d'espoir pour un renouveau, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je dirais que la chose à faire, c'est de s'intéresser à ce qui pourrait nous permettre de rebondir. Et là, j'invite vos téléspectateurs à vraiment aller consulter revoludroit.fr parce que ça va les habituer, ça va les familiariser avec un autre mode de fonctionnement de la politique, un renouveau de la politique, un autre mode de fonctionnement de l'État et un autre mode de fonctionnement de l'individu au sein de corps constitués dans lesquels ils ont vraiment un rôle à jouer. Un autre fonctionnement politique dans lequel vous voyez un rôle tout à fait prépondérant à la démocratie directe, un petit peu. Est-ce que c'est un petit peu comme ce qu'on voit en Suisse, le système de la démocratie directe suisse ou pas? Alors, la démocratie directe, j'ai écrit un article dessus que j'invite vos téléspectateurs à aller lire parce que la démocratie directe a certainement des avantages, mais elle a aussi des limites. Dans le cadre que nous connaissons aujourd'hui, la démocratie directe est juste une imposture, puisque nous ne maîtrisons pas les questions qui sont posées. D'ailleurs, les référendums sont de moins en moins souvent proposés. Mais 18 ans qu'on n'en a pas eu. Mais voilà, exactement. De toute façon, le dernier qu'on a eu a été bafoué parce qu'ils nous sont passés devant par la... Justement, par la démocratie représentative, n'est-ce pas? Donc, les représentants du peuple contre le peuple, c'est quand même tout un programme. En soi, je veux dire, quand on en est là, on devrait comprendre ce qui se passe.
Donc la démocratie directe, oui, mais c'est pareil. La démocratie directe en Suisse a ses limites, puisqu'il s'agit de questions souvent secondaires ou superfétatoires, mais sur les grands principes, la Suisse suit exactement le mouvement que nous connaissons chez nous de subordination aux intérêts financiers supérieurs, qui ne sont pas des intérêts suisses stricto sensu. Vous savez que les avoirs de la Banque centrale suisse sont en réalité contrôlés par la Banque centrale, par la Banque allemande, via une plateforme de contrôle d'échange qui est située en Allemagne et qui est sous le contrôle de la BUBA. Donc tout ça, il faut oublier en fait. Il faut oublier tout ce qu'on vous a appris. Rien ne fonctionne. Désapprendre et réapprendre. Voilà, rien ne fonctionne réellement comme ce dont on nous bassine tous les jours et que ce dont les économistes sont là systématiquement devant de la scène pour nous mettre en œuvre et pour nous mettre en scène, en théâtre. Donc non, les économistes sont là pour relayer finalement des intérêts. Certains le font consciemment, d'autres non. Mais quoi qu'il en soit, ils sont toujours là pour mettre en avant les intérêts économiques qui ne sont pas des intérêts politiques. Donc il faut oublier, le monde ne fonctionne pas comme ça, les rapports de force sont beaucoup plus violents, beaucoup plus subtils que ce qu'on veut bien nous montrer au JT de TF1 ou FR3 ou Antenne 2, et ou LCI ou tout. Voilà, BFM TV, n'en parlons même pas, enfin bon bref. Si vous voulez, il faut désapprendre, il faut se désendoctriner pour reprendre prise sur le réel et comprendre en profondeur où sont les rapports de force. Et nous allons être aujourd'hui au pied du mur, dans la mesure où effectivement ceux qui sont les dominants économiques vont vraiment nous maltraiter, nous spolier, nous paupériser. Ça a déjà commencé. On a évoqué déjà beaucoup de choses avec vous, Valérie Bugeaud, sur le plan temporel. Moi, qu'on termine sur le plan spirituel. Vous dites que si la France renonce au christianisme, elle peut dire adieu à sa place dans le jeu des nations. Expliquez-nous ça. C'est très clair. La France s'est développée sur le christianisme, comme tous les pays d'Europe, qu'on le veuille ou non, avec les divergences. Le catholicisme même. Alors, pour la France, c'est le catholicisme. Pour l'Italie, le catholicisme. Pour les pays du Nord, c'est plutôt le protestantisme. Pour les pays de l'Est, certains, c'est plutôt l'orthodoxie. Mais vous savez qu'il y a des variantes entre le christianisme d'Orient et d'Occident, enfin le catholicisme et le christianisme d'Orient. Donc, en réalité, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est pas les divisions, c'est le socle commun. Le socle commun, ce sont les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, c'est très simple. C'est ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'autrui te fasse. Donc c'est en fait des règles élémentaires qui permettent de vivre ensemble en respectant l'autre, mais avant de respecter l'autre, il faut se respecter soi-même. Et on ne peut se respecter soi-même que si on respecte l'autre. Donc c'est des rétroactions en permanence qui permettent en réalité au groupe de se développer. Et c'est là-dessus que l'Occident, la civilisation européenne s'est développée. Et voilà, si le moyen technique qui a été utilisé, c'est le contre-pouvoir entre, d'une part, l'autorité spirituelle, d'autre part, l'autorité temporelle. Aujourd'hui, l'autorité spirituelle a été totalement dévitalisée, tout comme j'ai envie de dire les croyants, parce qu'aujourd'hui, Vatican II a vidé les églises. Vatican II a vidé les églises, mais tous ceux qui se prétendent chrétiens ou catholiques, bien souvent ont des idées ultra-individualistes, ne sont pas du tout dans le respect des principes fondamentaux qui ont été délivrés par le Christ. Qui ont été délivrés par le Christ. Et donc on peut dire que l'Église est à l'image de ses fidèles. Quelque part, il y a une corrélation entre le dévoiement des intérêts des fidèles et le dévoiement de l'Église. Donc l'éclipse de l'Église, ce n'est pas seulement l'éclipse de la hiérarchie catholique, c'est aussi l'éclipse des fidèles. Et je dirais que tant que nous n'avons pas repris conscience en fait que l'individu ne peut pas se développer hors du groupe, donc il faut, pour se développer de façon sereine, il faut permettre un développement individuel, mais aussi permettre un intérêt de groupe, permettre un intérêt commun d'exister. Tant que nous n'aurons pas repris conscience
une conscience pleine et entière de ce processus-là, il n'y a pas d'issue possible et la France ne pourra pas s'écrire à nouveau avec un F majuscule. Il y aura toujours ce petit A privatif devant. Donc je dirais que oui, les principes chrétiens sont fondateurs de toute la civilisation européenne. Et en particulier dans la civilisation européenne, la France a toujours joué un rôle central et je dirais un rôle de tête de file qu'elle reprendra, j'en suis certaine, mais il faudra épurer tous les scories historiques qui se sont développés dessus et qui ont permis de faire croire nous avons oublié ça. Mais si vous réfléchissez bien, y compris des gens qui se disent athées, tous les Français, en réalité, ont dans l'inconscient collectif ces principes fondamentaux du christianisme. Oui, qu'ils le veuillent ou non. Qu'ils le veuillent ou non, ils ne les ont jamais oubliés, ce qui n'est pas le cas en Chine. Mais n'oubliez pas qu'avec toutes les diasporas, etc., cet inconscient collectif qui est extrêmement puissant irradie aussi sur toutes ces civilisations qui n'en avaient cure jusqu'à présent. Donc ça, c'est une aparté. Je ne veux pas dire que nous avons finalement... ce rôle de missionnaire s'est fait même inconsciemment. Je dirais, ça n'a pas été la mission d'évangéliser les peuples externes, et surtout, il ne faut pas le faire parce que je pense que c'est tout à fait contre-productif. Chacun a le droit d'avoir des croyances différentes. Néanmoins, tout ce qui est français et tout ce qui est européen s'est développé sur le fondement du christianisme, et ça, personne ne pourra jamais revenir dessus. C'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les ouvrages de Valérie Bugeaud sur la boutique officielle de TV Liberté. N'hésitez pas à vous rendre sur son site Révolu Droit. Merci Valérie Bugeaud d'avoir été avec nous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.